Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au grand rendez-vous de ce soir. Le grand rendez-vous de ce soir qui vient avec des thématiques intéressantes les unes que les autres. Et comme des princes et des princesses, je vous installe d'abord avec ces merveilles du Bénin. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà. Merci à vous, ce sont là des merveilles du Bénin et au cœur du grand rendez-vous ce soir, 4 grandes rubriques. Nature et bien-être s'intéressent à une question que se posent la plupart des jeunes mamans. Comment réussir le pari de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie du bébé, surtout pour les femmes fonctionnaires ou actives? Eh bien, un nutritionniste sera sur ce plateau pour vous donner, que dis-je, pour nous donner quelques astuces. Oui, parce que les hommes aussi sont concernés. Eh bien, il sera là pour nous donner quelques astuces. Et lorsque des jeunes activistes se mettent à l'école des droits humains, c'est pour quel objectif? Autant Savoir recevra un des leurs pour nous en dire un peu plus sur leur réelle motivation. Et puis, l'expert de ce jour va nous parler du journalisme d'investigation. Le Bénin est-il un contexte difficile? Eh bien, il répondra à cette question. Et puis, nous allons parler aussi de beauté avec le savon noir, communément appelé en fongbe le coton. Il serait d'une énorme richesse pour le cosmétique et surtout pour la peau. Mais quel type de peau? Est-ce la peau noire? Est-ce la peau blanche? Eh bien, on en parle dans cette émission. Mais l'autre rendez-vous qu'il ne faut surtout pas rater, c'est celui du service de l'information où Estelle Espérance Ropazou nous attend déjà. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Roch, Aurélien Akoyinou. Alors, dites-nous déjà, qu'avez-vous au menu de votre journal ce soir? Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, change de tête. C'est désormais Zakiat Latoundi qui tient les rênes de l'organisation. Pour les 3 années à venir, elle et son équipe sont attendues sur plusieurs chantiers. Un environnement sain, c'est le combat d'un groupe de jeunes activistes. Ils sont descendus dans les rues de Cotonou pour débarrasser tous les sachets plastiques. C'est une initiative qu'ils appellent la marche sportive. Et puis, nous aurons aussi droit à de belles notes musicales. Et ça sera à travers les grands moments du concert des chœurs Vocalix et Harmonie. Et les détails sont à suivre à 19h45. Absolument, Estelle Pazou, à 19h45, c'est le rendez-vous. D'ici une quarantaine de minutes, eh bien, nous serons à vous pour le développement de tous ces titres. Prenez donc le rendez-vous. Mais avant tout ceci, eh bien, nous allons parler de Autant Savoir où vous allez découvrir les réelles motivations de ces jeunes activistes qui se mettent à l'école des droits humains. Eh bien, pourquoi? Eh bien, on en sait un peu plus. Que savoir quand de jeunes activistes se rendent à l'école des droits humains? Nous allons en parler dans quelques instants, mais avant, je vais vous inviter à suivre ce reportage de Lénaïk Agbazaou. Sourire aux lèvres, ces jeunes activistes, militants des droits de l'homme, reçoivent leurs attestations de fin de formation. Ils sont désormais mieux outillés pour formuler et introduire des recours devant les instances de protection de la personne humaine. Nous avons choisi, ayant constaté la faible mise en œuvre, sinon carrément l'oubli de l'article 40 de notre Constitution par rapport à l'éducation aux droits humains de la population, de focaliser à partir de cette année notre action sur la jeunesse, qui fait quand même plus de 60% de notre population, pour les rendre plus sensibles à la chose des droits humains en général et plus particulièrement à mettre à l'épreuve les mécanismes juridictionnels de notre pays, de la sous-région et du monde entier sur la question des droits humains.
Pour le faire, des consultants formateurs ont été mobilisés avec tous les ingrédients pédagogiques nécessaires. Ce n'est pas des jeunes qui sont venus seulement, c'est des jeunes qui avaient déjà fait des productions et qui étaient plus ou moins prêts pour pouvoir faire le travail. Le travail s'est fait à travers les instruments internationaux, nationaux et les mécanismes en place pour traiter des recours, pour traiter des communications. Les mécanismes sont juridictionnels et sont aussi non juridictionnels. Et nous avons achevé la formation par une communication sur le droit de pétition. Pour rédiger un recours, je dois avoir des informations sur et chercher les articles, chercher la violation, voir quel droit a été violé et appuyer par les articles, et je ne dois pas rester dans l'anonymat. Les bénéficiaires de cette formation ont été retenus suite à un appel à candidature et proviennent pour la plupart d'associations de jeunes reconnus au plan national. Ils sont appelés à leur tour à impacter d'autres jeunes pour une meilleure saisine des juridictions compétentes en cas de violation des droits humains. Merci à vous, Lénaïk Agbazaou. Nous avons déjà sur ce plateau Romaric Zinsou. Il est jeune activiste des droits humains. Bonsoir, Romaric. Bonsoir, monsieur le journaliste. La pleine forme. Exactement. Voilà. Vous vous intéressez en tant que jeune aux droits humains. Dites-nous déjà pourquoi. Vous savez, a priori, les droits humains sont l'ensemble des droits inhérents à la personne humaine. C'est-à-dire du seul fait que nous sommes hommes, enfants, jeunes, adultes, nous avons des droits. Et ces droits-là, il faut les savoir, il faut les connaître afin de mieux les défendre. Justement, et ce sont des droits qui sont régulièrement violés. Vous avez suivi tout à l'heure le reportage de Lénaïk Agbazaou. On a vu des jeunes qui bénéficient d'une formation au recours. Qu'est-ce que cela vous fait quand vous suivez de pareils reportages? C'est assez fort parce que la rédaction des recours constitue l'une des possibilités que le juge constitutionnel béninois donne à tout citoyen de pouvoir éprouver ce mécanisme lorsqu'il est victime des violations des droits de l'homme, lorsque son droit est violé ou bien lorsque le droit d'un tiers est violé. Donc c'est assez fort et c'est une horde d'activistes qui sont assez outillés davantage pour pouvoir éprouver ce mécanisme pour que la jurisprudence en matière constitutionnelle puisse encore avoir de la matière à discerner, de la matière à débattre et de la matière à opiner. Alors, vous êtes jeune, vous vous intéressez aux droits humains. Quel constat avez-vous fait? Est-ce parce que des jeunes de votre génération ne sont pas informés de leurs droits que vous avez décidé de les sensibiliser, ou que faites-vous concrètement? Pour ma part, c'est une longue histoire. C'est pas passion d'abord. Pas passion pour le droit parce que je suis juriste de formation, et pas passion parce que je me suis dit, lorsqu'il y a une violation des droits humains quelque part et nous sommes des observateurs passifs, c'est-à-dire que nous sommes indubitablement liés et complices à cette violation-là. Le fait de ne pas agir nous rend complices. Alors comment agir? Comment avoir les armes pour agir? Comment se former pour agir? Ce sont autant de spéculations qui m'ont amené à m'engager dans le sentier des droits humains, à aller vers les organisations qui travaillent dans la matière, notamment les organisations de la société civile, pour voir comment je peux être davantage formé, comment je peux être davantage outillé pour être un jeune accompli, un jeune qui apporte un de plus à ses confrères dans la cité, un jeune qui veut se démarquer de tous les autres jeunes, un jeune qui a un souci de faire un de plus pour ses pairs. Vous, c'est parce que vous avez eu la chance d'avoir étudié, d'avoir même fait les sciences juridiques, parce que vous avez dit que vous êtes juriste de formation, mais ces jeunes ou bien ces personnes dont les droits sont régulièrement brimés, qui n'ont même pas la possibilité de les revendiquer, comment le faites-vous savoir que leur droit est en train d'être brimé? Exactement. Je suis tellement réjoui de l'élément que vous venez de passer. C'est la possibilité pour dire aux jeunes qu'il y a aujourd'hui les organisations qui sont disponibles à outiller tout le monde. Il ne faut pas être forcément juriste de base pour être outillé sur ses droits. Et lors de cette formation,
il y avait toutes les sensibilités, tous les jeunes possibles qui pouvaient rester en justice ou bien qui savent d'abord lire et écrire. Mais en dépit de ça, pouvoir agir au niveau et en cas de violation des droits humains au nom de quelqu'un pour avoir des réparations, c'est assez facile. Il suffit simplement que la personne soit apte à pouvoir vous dire la violation des droits humains et vous l'aider à identifier quel type de violation, quel article. Et par sa signature de façon digitale, il met sur le recours et vous déposez ça devant le juge constitutionnel. Et en dépit de ça, Amnesty International, la structure dans laquelle je suis membre, est une structure qui ne fait pas une discrimination a priori. C'est destiné à tout jeune, alphabétisé ou non, parce que nous formons un grand mouvement qui lutte pour la promotion et la protection des droits humains. Et fondamentalement, nous nous appuyons aujourd'hui sur l'article 40 de la Constitution qui fait de l'éducation aux droits humains une priorité. Une priorité, c'est-à-dire un devoir fondamental de l'État. Normalement, c'est à l'État de mettre en place les mécanismes, les moyens pour éduquer tous les citoyens de la République. Et à notre niveau, nous avons des écoles amies des droits humains, nous avons des programmes d'éducation aux droits humains qui sont installés dans presque la majorité des écoles du Bénin. Au nord, au sud, à l'est ou à l'est, où en dépit de ça, nous avons ces écoles-là, ces classes d'éducation aux droits humains qui sont aussi mises à disposition des parents d'élèves. C'est-à-dire que l'association des parents d'élèves n'est pas constituée uniquement que de parents alphabétisés. Donc c'est la priorité qui montre réellement que nous nous intéressons à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Vous vous intéressez à tout le monde. Quand on parle également des droits humains, c'est tellement vaste. Est-ce que vous embrassez tous les secteurs ou bien dans quel secteur de façon spécifique vous intervenez? Nous embrassons tous les secteurs, mais difficile de le dire, nous avons aussi des priorités. En matière de priorité, chez nous, nous sommes focalisés sur les droits civils et politiques. Notamment, qu'est-ce que vous y mettez? Quand je parle de droits civils et politiques, nous avons la liberté d'association, d'expression, de manifestation. Mais en dépit, nous défendons aussi les droits économiques et socioculturels. Le droit à l'éducation, le droit à l'eau, le droit à la santé et d'autres droits connexes. Mais notamment au niveau du droit à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation, nous encourageons toutes les initiatives et nous soutenons les personnes dont les droits ont été brimés. L'exemple des journalistes qui sont muselés au Bénin, quand on parle d'Amnesty International Bénin... Vous voulez dire que vous les soutenez? Nous les soutenons. Mais on n'a pas encore vu vos actions. À chaque procès, Amnesty International Bénin est derrière ces journalistes-là, vient en aide à ces journalistes-là, les suit dans la procédure du début à la fin. Et ce que nous faisons, c'est trop vaste. Aujourd'hui, la stratégie actuelle d'Amnesty International Bénin, plus précisément, parce que je suis membre du comité jeune d'Amnesty, c'est à un niveau où on veut que les jeunes soient au centre des instances de décision d'Amnesty. C'est-à-dire que les jeunes doivent prendre le pouvoir, les jeunes doivent être au devant, ils doivent prendre les responsabilités pour pouvoir stimuler d'autres jeunes à en voir l'envie, la vocation de militer pour les droits humains. Et raison pour laquelle, d'ici quelques jours, nous organisons le Forum national jeune d'Amnesty Bénin qui va durer 3 jours où plusieurs thématiques seront abordées. D'accord. Vous me disiez tout à l'heure, avant de venir sur le plateau, que vous luttez également aux côtés de ceux dont les droits sont brimés sur les réseaux sociaux. Comment le faites-vous? C'est assez simple. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement des TIC, des technologies d'information et de la communication, la démocratie a été repensée. Aujourd'hui, nous parlons de e-démocratisation. La démocratie sur Internet. Les gens qui avaient peur, ils étaient apeurés et se cachaient pour dire ce qu'ils pensaient ou bien n'avaient pas la possibilité de parler. Aujourd'hui, avec l'outil Internet, peut facilement interagir avec les gouvernants, peut les identifier, peut faire connaître ceux dont ils souffrent. Mais sur cet espace d'Internet-là, il y a tout. Effectivement. Il faut savoir parler pour ne pas dire des propos haineux qui amènent après à la xénophobie, à la haine, au racisme ou bien à des conflits, etc. Et dans ce sens-là, il faut outiller la jeunesse sur leurs droits digitaux, c'est-à-dire le droit sur le numérique.
comment se comporter de façon responsable sur ces outils-là. Pour les sensibiliser. Exactement. Et avec ça, nous avons organisé tout au long de l'année, le comité jeune dont je fais partie, des séances de communication avec d'autres jeunes sur la sensibilisation sur le numérique. Et cette question reviendra encore au niveau du forum jeune, où il y a un atelier spécifique pour parler du militantisme à l'heure du 2.0, à l'heure de l'Internet pur. D'accord. Très bien, nous allons parler d'un dernier point avant de se séparer. Il s'agit de la lutte contre l'infanticide rituel. Vous militez également aux côtés de ces personnes qui ont été soit victimes ou bien qui sont auteurs ou complices de ces actes ignobles. Oui, parallèlement à Amnesty International Bénin, je suis chargé des questions de l'enfance dans une structure international qui se nomme Franciscain Bénin, qui lutte contre l'infanticide rituel des enfants dits sorciers dans le nord Bénin. Et est-ce que vous êtes entendu? Exactement. Cette campagne se mène depuis des années. Moi, j'ai intégré la structure il n'y a pas longtemps. Mais il y a de cela 2 mois, nous étions à Genève pour faire une campagne de plaidoyer à l'international au niveau du comité contre la torture. Et à cet égard, il y a eu des recommandations formulées à l'État béninois pour prendre des mesures idoines pour protéger davantage ces enfants-là. La lutte continue et nous espérons toujours d'autres améliorations. Mais je vais revenir encore pour un petit point sur Amnesty Bénin pour vous dire que lors du Forum Jeune, c'est l'ensemble des jeunes d'Amnesty du Bénin qui seront invités, l'ensemble des jeunes de la société civile et les jeunes de la sous-région des Ascensions Sœurs. Donc à ce forum, nous aurons à faire plusieurs activités. C'est ça. Comme savoir qualifier une violation des droits humains, la vérification de l'information, le leadership de la jeunesse et des activités de formation sur le militantisme. Ce forum durera 3 jours. Donc nous invitons toute la jeunesse béninoise à prendre part à ce canal pour suivre les activités d'Amnesty International Bénin et ceux qui ont la vocation de faire comme nous ou bien qui veulent être de vrais militants accomplis des droits humains, c'est l'opportunité de se rapprocher d'Amnesty International Bénin pour plus d'amples informations. Merci à vous, Romaric Zinsou. Je rappelle que vous êtes un jeune activiste des droits humains. Merci d'être passé dans cette émission. Grand rendez-vous se poursuit et tout de suite, nous allons tout de suite parler, et bien sûr, nous allons recevoir l'expert. Notre expert, il est déjà sur ce plateau, vous le connaissez d'ailleurs très bien, Moïse Dossomon, bonjour. Bonjour, Aurélien. Journaliste au quotidien Fraternité, nous parlons dans cette rubrique du journalisme d'investigation. Alors dites-nous, est-ce déjà facile d'exercer ce genre de métier dans le journalisme? Non, déjà que être journaliste dans tout contexte, que ce soit ici ou ailleurs, c'est un métier qui dérange. Mais plus encore, quand on veut se spécialiser dans l'investigation, on dérange encore plus, on devient une menace pour les autres, on devient sujet d'inquiétude pour soi-même et pour ses proches, et même pour sa rédaction. Donc c'est très compliqué d'aller sur ce terrain, mais il faut y aller quand même. Oui, il faut y aller. Et pour y aller, comment faut-il s'y prendre? Je pense que beaucoup mettent en avant, peut-être pour justifier leur indolence ou bien leur indifférence plus ou moins à ces gens-là, la question des moyens. Mais moi, je pense sincèrement que c'est secondaire, les moyens. Mais c'est fondamental. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas faire de l'investigation. Parfois, il faut même payer. Pour avoir certaines informations, vous êtes obligé de débourser. Si vous êtes journaliste d'investigation, que vous n'avez pas les moyens. Tout ce que vous dites est vrai. Mais je dis que les moyens sont secondaires. Il faut d'abord avoir la volonté d'aller vers l'investigation. Oui, tous les jeunes vous diront qu'ils ont la volonté. Non, tout le monde n'a pas la volonté. Faire le journalisme d'investigation. Je donne un exemple très simple. Oui, terre à terre. Oui. On a vu dans ce pays des jeunes qui ont mis sur place un organe essentiellement basé sur l'investigation, qui sont partis de rien, de 0 francs, et qui ont dit, nous voulons faire spécialement l'investigation. Je parle des jeunes de Banuto. Ils ont réussi, par leurs maigres moyens, à s'illustrer sur le terrain, à faire des enquêtes avec leurs maigres ressources, sans demander un franc à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, ils sont sur un projet international, parce que justement, leur production parle en leur faveur, avec le peu qu'ils avaient. Ils ont montré qu'ils avaient de la volonté, qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, ils sont sur la place internationale, les gens les cotisent de tous les côtés. Donc je pense que si on a la volonté, on peut le faire et les moyens viendront.
Ok. Et si on a la volonté, on peut le faire, les moyens viendront. Aujourd'hui, quand on prend le journaliste béninois, combien s'illustrent dans ce genre de journalisme? Donc, il faut dire qu'ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu. Si la question des moyens revient ainsi souvent, je me dis aussi c'est parce que les gens se focalisent un peu trop sur ça, mais les gens prennent peut-être des thèmes qui demandent beaucoup trop d'investissement financier. Je pense qu'ils peuvent prendre peut-être des sujets ou des angles très courts, très réduits, qui ne demandent pas nécessairement d'importants appuis financiers pour la réalisation. Mais est-ce qu'il y a... progressivement, on pourra monter et faire des choses qui demandent vraiment un grand apport financier. Est-ce qu'il y a un arsenal juridique qui protège le journaliste? Il me semble que le Code de l'information et de la communication qui a été voté il y a 2 ou 3 ans a fait une avancée sur papier quand même pour ce qui est de l'accès aux sources. Sur papier, mais pour dans ce la qui est de pratique... l'accès aux sources. Dans la pratique, on nous enseigne, que ce soit à l'école de journalisme ou dans la rédaction de manière pratique, qu'il y a mille et une manières de contourner les sources pour y avoir accès. Ce n'est pas parce que vous avez pris par la voie réglementaire, par la voie normale, et que ça n'a pas abouti, qu'il faut croiser les bras et dire que mon enquête a échoué. Il y a mille et une manières pour un journaliste soucieux de parvenir à des résultats, de réussir son enquête, d'aller toucher le fond du problème, de voir les preuves de ce qu'il recherche. Et lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, comment arrivez-vous à poursuivre vos investigations? Non, je pense qu'il faut partir d'exemples peut-être pour faire toucher du grand téléspectateur ce dont on parle. Sinon, si on se met peut-être à faire de la théorie, on ne comprendrait pas. Vous savez, le journalisme, c'est un métier exigeant en général. Tout à fait. On n'y vient pas par hasard, même si on le constate de plus en plus. On n'y vient pas par hasard. On y vient parce qu'on a la passion, parce qu'on a la volonté, parce qu'on veut faire ses preuves, parce qu'on vient du journaliste. Quand vous y êtes et que vous dites, je veux me spécialiser, parce que le journalisme, c'est l'investigation. Quand on dit journaliste d'investigation, pour moi, c'est une répétition. Mais on peut l'accepter d'une certaine manière parce que l'investigation demande plus de spécialisation, plus d'engagement justement à ce niveau. Oui. Quand vous voulez faire la spécialisation dans l'investigation, je pense que la moindre des choses, c'est de se documenter d'abord. Qu'est-ce qu'une investigation? Vous lisez assez de bras sur ça. Vous allez voir ce que les collègues d'autres pays ont fait en termes d'investigation. Qu'il s'agisse de magazines audiovisuels, tout bien de la presse écrite, de presse. Vous lisez abondamment sur le sujet, plusieurs enquêtes, pour voir un peu comment ça a été cousu, comment ça a été fait. Et vous allez maintenant vers ceux qui ont l'habitude de le faire, ici ou ailleurs. Vous leur posez des questions, vous les écoutez, vous allez à leur école. Et vous proposez vous-même vos sujets d'investigation à 2 ou 3 personnes qui s'y connaissent. Voilà mon sujet, voilà le plan, voilà, je vais aller, j'ai besoin de vos conseils, de votre accompagnement, comment faire. Je pense que quand on parcourt toutes ces étapes-là, on est plus ou moins armé pour aller soi-même sur le terrain de l'investigation. Et quand on y va, c'est un terrain très risqué. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Parce que quand vous allez sur le terrain, ce n'est pas pour perdre votre vie, ce n'est pas pour mettre en danger votre intégrité physique, ce n'est pas cela. C'est pour que vous essayez tout doucement de bousculer les intérêts petit à petit et atteindre votre objectif. Mais beaucoup pensent que faire du journalisme d'investigation au Bénin, c'est assez difficile. Est-ce que vous pensez que le Bénin est un contexte difficile même en matière d'investigation? Même aux États-Unis, en France, en Allemagne, un peu partout, on a l'impression qu'ils ont les moyens, que la législation leur est favorable. Je pense que c'est encore plus compliqué là-bas que chez nous. C'est vrai qu'ils ont plus ou moins tout ce qu'il faut à disposition. Mais les intérêts là-bas sont encore plus colossaux que les nôtres ici. Donc je me dis que nulle part au monde, l'investigation est facile. Et notre contexte n'est pas plus difficile, n'est pas plus pénible qu'ailleurs. Ce qui peut peut-être gêner ici, c'est peut-être l'interventionnisme assez poussé. Nous sommes toujours le cousin de la nièce, du neveu de tel. Nous connaissons toujours quelqu'un qui peut passer par tel pour t'atteindre. Et nous avons tous ces petits intérêts, ces petites amitiés, ces petites collusions qui peuvent nous bloquer. Ah non, si je pousse un peu à ça d'une telle personne, soit je le connais personnellement, soit c'est l'ami de tel, soit il est dans ma belle famille. Donc il y a toutes justement ces relations que je qualifierais d'incestueuses, qui peut bloquer l'évolution normale d'une enquête jusqu'à son aboutissement. Mais en dehors de ça, il ne faut pas occulter la corruption. Si on constate que vous êtes en train de mener des investigations sur un sujet vraiment sensible qui peut nuire à l'image de X ou de Y, cette personne ou cette institution peut vous approcher, vous graisser les pattes. Le journaliste investigateur sait déjà à l'avance qu'il va rencontrer ce problème sur le terrain. Ça ne peut pas être une surprise pour lui qu'on lui propose de l'argent, bien des avantages pour qu'il laisse ton enquête, mais qu'il l'oriente autrement. Est-ce qu'il peut arriver que face à cette pression financière, qu'il puisse abandonner son investigation? Tout dépend du journaliste en question. Si ses motivations ne sont pas aussi fortes, aussi poussées pour aller à l'aboutissement de l'enquête, il peut laisser tomber. S'il estime que ça vient en danger plus qu'il n'en faut, il peut laisser tomber. S'il estime qu'au vu de tel événement, qu'il ne peut pas aller dans cette direction,
qui préfère aller dans tel autre, au contraire faire demi-tour, c'est lui qui apprécie. Mais j'estime qu'avant de lancer une enquête, le journaliste est conscient lui-même que c'est un sujet plus ou moins dangereux, qu'il a des intérêts en face qui le dérangent, qu'il peut avoir de l'interventionnisme, qu'on peut lui proposer de l'argent, des avantages matériels pour repousser le chemin. Il doit savoir tout ça. Je pense qu'en cours de route, ça ne peut pas être une surprise. Et c'est à lui de savoir où est-ce qu'il va. Est-ce que ce qu'il fait en vaut la peine selon les résultats qu'il veut atteindre? Et c'est lui qui décide pour sa rédaction. Ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager le journalisme d'investigation? Est-ce qu'il faut mettre quelque part une cagnotte et permettre à tous ceux qui veulent, par exemple, s'illustrer dans ce genre, d'aller puiser un peu de ressources pour pouvoir mener leurs enquêtes de façon objective? La cagnotte n'est pas la priorité. C'est important, mais ce n'est pas la priorité. La priorité pour moi, c'est des formations axées sur les résultats. Ce n'est pas une formation tout court, on en fait suffisamment. Quand on dit axé sur les résultats, quand vous venez à cette formation-là, vous la faites, à la fin, au bout d'une période de 3, 6 mois, vous êtes obligé de produire une enquête sur tel sujet, sur telle langue. Et on met les moyens à votre disposition. Je pense que de cette manière, on peut y parvenir. Et ce genre d'enquête, je pense qu'il y a des mécanismes, bien des structures qui priment régulièrement ceux qui essaient dans ce domaine. Ça peut amener d'autres à s'y intéresser. Mais formation pour formation, ça ne produira pas grand-chose, ça ne changera pas grand-chose dans notre environnement. Il faut former, les amener maintenant à avoir des résultats après la formation pour justifier le bien-être de cette formation. Je pense que là, ça pourra aller beaucoup plus. Mais l'autre réalité qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que vous êtes journaliste, vous travaillez au sein d'un organe, vous décidez d'aller faire votre investigation. Certes, vous l'auriez peut-être fait, vous avez obtenu de très bons résultats, mais quant à la diffusion, lorsque vous n'avez pas le pouvoir de décision, qu'est-ce que vous faites en ce temps? Ou lorsque ça commence à déranger le patron de l'entreprise, vous faites comment de... Je pense qu'il y a une manière aujourd'hui qui se présente à un journaliste de diffuser, de publier les résultats de son enquête. Ah non, vous travaillez pour un organe, vous allez faire une investigation. Il revient à votre responsable de vous autoriser à diffuser sur sa chaîne. La personne du journaliste n'est pas attachée au destin de l'organe. À tout moment, il peut laisser tomber son organe. S'il estime que son investigation à lui est si intéressante qu'il peut mettre en péril son contrat, il peut le faire. Et avec les nouvelles technologies aujourd'hui, nous avons mille et une manières de diffuser les fruits de nos enquêtes. Donc on ne peut pas forcément justifier le refus de diffuser une enquête par le fait de ne pas le faire. Non, je ne sais pas ce que cet argument tient la route, à moins que le journaliste soit est conscient des limites de son enquête, soit se dit que ce que j'ai pu obtenir sur le terrain ne vaut pas le contrat que je suis en train d'exécuter avec l'entreprise de presse en question. C'est lui qui apprécie. Sinon, les mille et une manières qui existent aujourd'hui, qui sont faites pour diffuser une enquête, quelle que soit sa nature, ça ne peut pas empêcher un journaliste de le faire. Je ne suis pas certain. Et aujourd'hui, les journalistes d'investigation ont souvent beaucoup d'opportunités de pouvoir mener leurs enquêtes. Ce sont des journalistes vraiment cotés sur la place. Vous, en tant que journaliste, grand journaliste d'investigation, vous avez certainement quelques conseils à donner à vos jeunes journalistes qui sont aussi dans les écoles, des centres de formation, qui, vous ayant écouté, veulent certainement vous emboîter les pas. Quels conseils avez-vous à leur donner? Je pense qu'il n'y a pas de conseil particulier. La première des choses, c'est qu'il faut aimer le métier qu'on veut exercer. C'est fondamental. Quand vous l'aimez, vous êtes prêt à prendre tous les risques, mais tout en restant professionnel. Et l'autre chose, c'est que l'ambition démesurée, mais le fait de vouloir peut-être brûler les étapes, peut amener certains à monter très vite et à faire des chutes qu'on ne voudrait pas. Donc il faut rester mesuré, aller à pas poser et rester professionnel au-delà de tout. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus. La professionnalisation de notre métier a disparu. Absolument. Merci à vous, Moïse Dossoumo, d'être passé dans cette émission, nous parler du journalisme d'investigation, de ses spécificités, de ses réalités. Vous avez dit qu'on n'a pas forcément besoin de moyens financiers pour faire de l'investigation. Il suffit d'avoir la volonté. Et aussi d'avoir... On peut faire de petites enquêtes tout doucement avant d'aller vers les grandes enquêtes. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup d'être passé, Moïse Dossoumo. On va se retrouver plus tard dans d'autres émissions comme vous en avez déjà l'habitude. Et mesdames et messieurs, nous allons enchaîner tout de suite pour parler de l'allaitement, l'allaitement maternel exclusif. Est-ce que c'est vraiment possible? Nature et bien-être s'en occupe.
Les tests recommandent qu'il faut exclusivement nourrir le bébé au lait maternel pendant les 6 premiers mois de vie. Est-ce que c'est vraiment possible? Nous allons en parler dans un instant avec un nutritionniste. Je vous invite d'abord à suivre ce reportage. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas, au fait, la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Merci à vous. Félix Sonon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes nutritionniste. On vous a déjà vu dans ce reportage, hein, vous êtes un spécialiste. Eh bien, nous allons savoir si c'est possible vraiment pour un fonctionnaire ou une femme active de pouvoir nourrir pendant les 6 premiers mois exclusivement au lait maternel son enfant. Nous allons en parler tout à l'heure et si possible, vous allez nous donner également les astuces. Et j'ai avec moi Yasmine Damata. Bonsoir. Bonsoir, Roque. Oui, est-ce que vous comptez nourrir votre enfant au lait maternel exclusivement pendant les 6 premiers mois? Je vous informe que j'ai déjà allaité mon bébé 6 mois durant et c'était bien. Bon, en ce temps-là, est-ce que vous travaillez déjà? Ou bien vous étiez encore à la maison? J'étais à la maison, donc ça m'a arrangé. C'est plus facile. C'est plus facile. Donc justement, pour ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est pas. C'est pas évident pour toutes les femmes. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui, on m'a parlé de ces femmes actives qui voudraient bien allaiter leur bébé au lait maternel exclusivement les 6 premiers mois, mais qui n'y arrivent pas. Déjà, docteur, dites-nous, est-ce possible pour une femme active d'allaiter exclusivement son bébé les 6 premiers mois de vie avec le lait maternel? Ok, merci Jasmine. Il faut dire qu'à première vue, vous allez croire que la chose est impossible. D'autant plus que la législation jusqu'à aujourd'hui ne permet pas à la femme de se reposer, d'avoir un congé de maternité pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Ouais. Le maximum aujourd'hui qu'on donne après l'accouchement, c'est 8 semaines. Ce qui, du coup, pose le problème, on va se dire, mais c'est impossible. Mais en réalité, je vous dis tout de suite, c'est bel et bien possible. Ah bon? Comment? Et il y a des astuces, mais je voudrais vous dire que quand on dit ça, les gens voient tout de suite les fonctionnaires. Mais il y a la grosse masse. Les femmes qui vont marcher, qui vont au champ. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, il y a assez d'astuces pour permettre à la femme d'allaiter exclusivement son enfant. Mais vous savez, les femmes qui vont au marché, les femmes qui vont au champ, c'est plus facile pour elles que pour la femme fonctionnaire. Ou active, pas que fonctionnaire, parce qu'il n'y a pas que des femmes fonctionnaires. Oui, bien sûr. Il y a des femmes qui travaillent également dans des bureaux, mais ne sont pas des fonctionnaires. Absolument. Voilà. Oui. C'est plus difficile pour effectivement. Elles. Vous savez, là où la difficulté peut se situer, on a déjà commencé à travailler sur cet aspect depuis environ 4 ans, où nous avons eu un thème lors de nos semaines d'allaitement maternel consacré à ça, où on a passé du temps à sensibiliser surtout les employeurs. Pour que non seulement les employeurs respectent la législation en vigueur, mais également permettent à la femme d'amener son enfant dans ce service. Et ça, il y a beaucoup d'employeurs qui n'ont pas encore compris.
Mais si ils n'ont pas encore compris, c'est l'occasion pour qu'ils comprennent qu'ils doivent permettre à la femme d'amener son enfant et d'allaiter convenablement. Et même, il a l'obligation de créer ce que nous appelons coin allaitement dans sa structure pour permettre à la femme donc d'allaiter. Et ça, ce n'est que son engagement à lui à accompagner la femme dans son processus. Mais est-ce que vous ne voyez pas que cela pose un autre problème d'un point de vue sociologique? On est dans un environnement où on pense que d'abord l'enfant, il faut le protéger, il ne faut pas l'amener dans son service. Vous ne savez pas tous ceux qui sont contents de vous. Dès que vous allez dans l'autre bureau, qui avait votre bébé? Voilà, vous ne savez pas. Cela expose l'enfant. Effectivement. Donc cela amène beaucoup de mères à ne pas accepter cette option. Oui. Et pour ces mères, il y a d'autres options. Lesquelles? Par exemple, aujourd'hui, vous savez, le lait, quand vous l'extrayez, et que même si vous laissez à la température ambiante, vous pouvez bien entendu protéger. Il ne faut pas que les mouches, des choses y touchent. Protéger, vous pouvez conserver jusqu'à 4 à 6 heures. Cela suppose quoi? Cela suppose que lorsque cette possibilité de se déplacer avec son enfant n'est pas, qu'on puisse trouver un mécanisme pour extraire ce lait dans un récipient bien protégé et de laisser à la maison pour permettre donc à la gardienne ou bien celui qui nous aide à garder l'enfant à la maison, donc de donner à l'enfant en cas de besoin jusqu'au retour. Oui. Ça là aussi, c'est une belle option, hein, mais avoir la qualité des nounous que nous avons aujourd'hui, les domestiques qui ont leur caprice que nous avons aujourd'hui. Que faire? Est-ce que vraiment ce lait qu'on a tiré et qu'on a laissé à l'enfant, à qui on va donner, est-ce que c'est vraiment sain ce lait-là? Justement, c'est pour cela que nous disons, avant même que la femme doit commencer par travailler, elle doit déjà commencer l'exercice avec ses domestiques ou bien tous ses gens, pour les habituer au processus. Donc, ce n'est pas au moment où on est prêt maintenant à aller au service qu'on jette la domestique dedans ou bien la grand-maman qui nous aide et puis ça va appeler à des manœuvres qui ne vont pas apporter tout l'aspect que nous attendons pour que le lait soit sain. Et ça, c'est important à souligner. Maintenant, ce que je voudrais quand même faire remarquer, c'est que je dis souvent aux femmes, si on mesure ce qu'on gagne, c'est-à-dire les avantages, ce que l'on gagne, aussi bien en temps, aussi bien en ressources, parce qu'une mère qui allait son enfant, elle n'a qu'à savoir qu'elle est en train de s'économiser de l'argent. Une mère qui allait son enfant, l'employeur qui l'utilise n'a qu'à savoir qu'il est en train d'économiser de l'argent. Parce que quand l'enfant est malade, la maman sera absente. Et même si elle n'est pas absente, si on l'oblige à venir, psychologiquement, elle ne sera pas à l'aise. Et la rentabilité en souffre. Et c'est pour cela que nous voulons que ce soit les mères ou l'entourage, que tout le monde trouve qu'on a intérêt à soutenir la mère. Et quand il y a cet engagement, je crois que tous les autres aspects, on essaie, parce qu'il faut reconnaître, c'est un engagement et ce n'est pas sans souffrance. Roch, vous permettez, je voulais aller un peu plus loin. Déjà que la maman extrait le lait dans le biberon qu'elle laisse sur la table pour son bébé, pour que la maman ou la nounou puisse, la mémé ou la nounou puisse allaiter son bébé. Est-ce que ce lait qui est laissé pendant 4 à 6 heures de temps, est-ce que ça garde toujours ses valeurs nutritives? Absolument. Ça, je peux vous garantir que ça garde totalement sa valeur nutritive. La seule différence, c'est que ce lait étant la température ambiante, vous savez, le bébé, lui, il a des réflexes. Bien sûr. Et il faut que le lait tombe dans sa bouche à la même température où cela était quand ça sort directement du sein. C'est pour ça que si on veut donner ce lait, on doit, disons, avoir de l'eau tiède, mettre le lait dans un petit gobelet, la quantité à prendre et le faire réchauffer un tout petit dans cette eau. Ce n'est pas sur le feu. Parce que si on amène sur le feu, on va détruire les substances nutritives, notamment la vitamine A qui sont thermolabiles. Donc, ça, c'est important. Et si vous faites ça, je peux vous dire qu'en termes de constituants nutritifs, ça conserve absolument ses valeurs. Et je vais aller loin pour dire, même si vous laissez ce lait au frigo, vous avez une durée de conservation qui va même au-delà de 24 heures. Mais au frigo, c'est au frigo, ou bien vous avez une glacière, vous mettez de la glace pour qu'il y ait un peu de froid. Ça peut conserver ce lait au-delà même de 24 heures.
Et ça, c'est démontré. Donc, vous pouvez le ressortir, le mettre dans de l'eau tiède. Dans de l'eau tiède, lorsque vous voulez le donner, voilà. Et la quantité que vous voulez donner, vous le mettez dans de l'eau tiède pour le ramener à la température qui est communément la température du corps humain, pour permettre à l'enfant de le prendre sans faire de distinction avec ce que l'enfant a l'habitude de prendre. Mais vous savez, le sein... Roch est plus intéressé que moi. Et je suis sûr qu'il va éduquer sa femme. Et il va soutenir sur tout sa femme. Non, je partage avec les femmes les peines qu'elles vivent. Est-ce que vous voyez, il y a certaines femmes qui n'ont pas le lait maternel de façon abondante dans leur sein. Ça, c'est un aspect important que vous soulignez. C'est un aspect important. C'est très important. Et c'est pour cela que nous insistons sur tout ce qui permet à la maman d'avoir suffisamment. Parce que le lait, c'est une usine intarissable. Et une usine qui ne tombe même pas en panne. Ça, je peux vous l'avouer. Mais ça demande à ce que l'on actionne au moment où il faut. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur ce que nous appelons la mise au sein précoce. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est la succion et la répétition de la succion qui entretient cette usine. En fait, c'est le démarreur. Et c'est ce qui entretient le moteur. Je vous avoue que si vous avez votre femme et que l'enfant suce le lait, son sein de façon répétée et régulière, je vous jure, ce sein va produire à suffisance. Bien entendu, le lait est fabriqué à partir des nutriments. Il faut que la maman s'alimente. Justement. Il faut que la maman boive beaucoup d'eau. La maman qui allaite boit plus d'eau que la maman ordinaire. Et je crois que si vous réunissez ça, et c'est là où le rôle du mari intervient. Parce que là, si vous avez votre femme qui commence pas à allaiter, vous devez avoir l'aimabilité non seulement d'augmenter un peu l'argent de la popote, l'aider à avoir les vivres, l'aider à préparer aussi les vivres. Parce que tout ça là va lui permettre de gagner du temps pour mettre au profit donc de cet enfant pour l'allaiter. Et ce n'est pas seulement les maris, même l'entourage. Parce que là, la maman qui est nourrice, il faut l'aider dans les travaux domestiques pour permettre donc à la nourrice donc de disposer du temps pour pouvoir mieux nourrir. Et là, le rôle du père est vraiment entendu parce que le père doit soutenir la maman aussi psychologiquement parce que lorsque la psychologie est affectée, les papas qui nous suivent, je crois que je m'adresse suffisamment à eux. Si la réussite de l'allaitement maternel doit avoir une part, ils sont dedans. Mais docteur, à part ça, il y a de ces bébés qui, malgré qu'on leur donne le sein jusqu'à un mois donné, ils refusent eux-mêmes de prendre le lait maternel. Comment fait la maman pour les amener à prendre ce lait? Parce que c'est 6 mois durant. Voilà que le bébé déjà à 4 mois ou à 3 mois refuse déjà de prendre le lait. Que faire? Je crois que c'est des situations exceptionnelles. Oui, mais que faire? L'enfant qui refuse le sein, à moins que cet enfant soit malade. Si jamais vous avez ça, il faut vous questionner. Peut-être qu'il a constaté qu'il n'y a plus assez de nutriments dans ce sein. Puisqu'il pleure beaucoup, que ce sein devient pauvre. Donc il trouve que... Là, ce n'est pas le refus. C'est qu'il n'est pas satisfait. Il n'a pas atteint sa satiété en termes d'allaitement maternel. Et dans ces cas, ça rejoint ce que nous disons, c'est que rapidement, cette maman va voir est-ce qu'elle s'alimente convenablement parce qu'une maman, nous le voyons, on mange du pain, on grignote, la nourrice ne grignote pas. Elle mange conséquemment de façon à être rassasiée et à boire suffisamment de l'eau et à susciter la succion. Je crois que si vous faites ça, je crois que même si le lait se raréfie, ça va réapparaître et de la plus belle manière. Oui, le lait va réapparaître de la plus belle manière, c'est vrai pour ces femmes actives ou fonctionnaires qui ne peuvent pas de façon continuelle allaiter leur enfant au lait maternel. Est-ce que vous ne pensez pas, il y a beaucoup qui le font d'ailleurs, on complète un peu de lait artificiel, tout et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pour équilibrer le déficit? Je pense que c'est l'erreur à ne pas Est-ce qu'il faut pas c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce qu'en réalité, vous allez troubler... C'est l'erreur à ne pas commettre. Non, l'erreur à ne pas commettre parce que vous allez troubler le processus digestif qui est déjà en cours. Et au cas où l'enfant aurait consommé peut-être la diarrhée, les différentes maladies qui vont même vous faire courir et vous faire perdre du temps.
C'est pour cela qu'aujourd'hui... Pour ne pas perdre du temps aux parents, pour ne pas perdre du temps à ces moments, elles n'ont qu'à allaiter le bébé exclusivement au sein pendant 6 mois. Même si c'est difficile, suivez les astuces. D'accord. Mais tirez votre lait là déjà pour que le bébé puisse boire à la température normale et puis le tout est joué. On vous a bien s'alimenter. Le bien tour est joué, il faut bien s'alimenter. Et boire beaucoup d'eau. Oui, merci beaucoup. Jusqu'à 3 litres. Merci. On peut y aller. Merci à vous, docteur Sono. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Les nouveaux membres de l'UPMB sont désormais connus. Ils ont été élus avec à leur tête Zakiat Latoundi pour 3 ans. La nouvelle équipe a bien des défis qui l'attendent. Ils sont un groupe de jeunes activistes et ils ont décidé de lutter pour un environnement sain. À travers une marche sportive, ils ont débarrassé la ville des déchets plastiques. Et puis la voix est leur meilleur atout. Eux, ce sont les choristes des chœurs Vocalix et Harmonie. Ils ont donné un concert à la place du souvenir de Cotonou. Retour sur les temps forts dans ce journal. Zakiat Latoundi est la nouvelle présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Elle a été élue à l'issue d'une assemblée générale élective. Pour les 3 prochaines années, elle et les autres membres du bureau auront la responsabilité de défendre les professionnels des médias et d'œuvrer pour l'amélioration de la qualité de la formation. Samson Thiomon, Ogias Yagli. C'est cette Assemblée générale qui consacre le renouvellement des membres du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Et c'est Zakiat Latoundi, candidate de la liste unique, qui a été plébiscitée par ses pairs professionnels des médias pour diriger l'instance pour les 3 prochaines années. Une association ne sera respectée que lorsqu'on met à la place qu'il faut l'homme qu'il faut. C'est vrai qu'elle succède à quelqu'un qui a fait ses preuves et nous connaissons Zakiat, c'est une dame vraiment posée, c'est une dame, je dirais, combattante. Elle a les atouts qu'il faut et je sais qu'avec elle, on va impulser un nouvel dynamisme à l'Union. Zakiat Latoundi connaissait déjà le fonctionnement de l'UPMB pour avoir précédemment été vice-présidente. Mieux, elle est devenue présidente par intérim suite à la démission de Franck Poitiemé appelé à d'autres fonctions. Au vu des énormes difficultés que traversent bon nombre d'organes de presse actuellement, redonner une meilleure santé à l'Union est l'objectif principal des membres de cette 6e mandature qui viennent d'être installés. Pour donc réussir à impulser une nouvelle dynamique à l'Union, le tout nouveau bureau exécutif composé de 15 membres souhaite l'accompagnement de tous les professionnels des médias du Bénin. Je voudrais solliciter de chacun de vous son accompagnement, son appui dans la réussite de cette mission. Je voudrais que cette mission ne soit pas seulement la mienne, pas également de toute l'équipe qui m'accompagne, mais de tous les professionnels des médias du Bénin. Je veux compter sur chacun de nous pour la réussite de cette mission, pour que nous soyons tous contents dans 3 ans, quand nous allons nous retrouver pour faire le bilan. Zakiat Latoundi est la toute première femme à présider l'Union des professionnels des médias du Bénin en 15 ans d'existence. Tous les acteurs de toutes les couches sociales doivent s'impliquer dans l'élaboration des politiques de développement. Au sein d'un pays, ils sont généralement désignés comme société civile. Ce sont des organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui animent la vie publique. Elles défendent aussi les intérêts et les valeurs de leurs membres et de leur pays. Akram Elias est expert en gouvernance. Il nous en parle. La société civile, c'est en fait le regroupement de tous les organismes que le citoyen a décidé de créer pour lui-même, pour identifier ses problèmes, améliorer sa qualité de vie, trouver les solutions à ces problèmes et en même temps ensuite rentrer en partenariat avec les autorités gouvernementales pour développer les meilleures politiques publiques. Donc c'est toujours le citoyen que ça commence en disant
qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il y a un problème, que dois-je faire? Et non pas se poser la question où est le gouvernement. Donc c'est en fait la responsabilisation du citoyen, mais comme le citoyen de lui-même, comme personne, ne peut pas lui-même changer tout ou bien réformer une politique publique donnée, on s'organise, on s'associe, on fait les partenariats, on construit le consensus, on fait des coalitions et ensuite on implique le gouvernement à travers ce partenariat, donc gouvernement ouvert, discussion ensemble, développement des politiques de développement ensemble. C'est pas que le peuple s'assoit et dit qui va me faire quoi. Non, c'est moi qui m'implique. Et comment on s'implique? On s'organise. Donc la société civile, c'est la manifestation du citoyen qui s'organise d'une manière à résoudre ses propres problèmes en partenariat avec un gouvernement qu'il choisit. La société civile, en fait, pour nous, c'est vraiment toute la communauté. Mais maintenant, toujours, comme c'est toujours le cas, le citoyen, il y a des gens qui vont prendre plus de relève que d'autres, mais c'est tout le monde qui est impliqué. Et un exemple de combat de la société civile, c'est d'agir pour un environnement sain et agréable. Plusieurs jeunes activistes béninois militent pour la cause. À travers une marche sportive sur plusieurs kilomètres, ils ont débarrassé la ville des déchets plastiques, une activité qui a bénéficié du soutien des autorités politico-administratives. Ramatou Lawani, Judith Tossa. Ces jeunes ramassent les sachets plastiques le long de quelques artères de la ville de Cotonou. Du tribunal de première instance de Cotonou, en passant par Kadjeou pour échouer à la place Bulgarie, ils veulent participer à assainir la ville. Leur leitmotiv, l'éradication des sachets plastiques. Ce que nous voulons dire à nos populations, c'est que nous le faisons pour nous. Nous ne rendons pas nos quartiers propres pour quelqu'un. Nous le faisons parce que nous avons besoin de vivre dans un environnement propre. Ce qui reste maintenant pour que les choses démarrent, c'est vraiment la répression. Une répression qui sera bientôt effective à travers l'application des peines prévues par les lois sur l'utilisation, la production et la commercialisation des sachets plastiques. Il y a des lois qui interdisent l'usage des sachets plastiques. Il y a des lois qui punissent de peine pénale, disons, l'usage de ces sachets plastiques-là. Avant de commencer à appliquer dans toute leur rigueur ces lois, il était important pour moi de m'associer à cette initiative. Nous ne sommes pas, bien évidemment, que dans une action de répression. Nous sommes également dans la sensibilisation, nous sommes dans l'éducation de nos citoyens. Répression, sensibilisation et éducation sont donc les armes déployées pour garder les rues de Cotonou propres. Il ne faut pas attendre seulement le 1er août ou lorsque des personnalités étrangères arrivent dans notre pays pour rendre notre cadre salubre. L'assainissement de notre cadre de vie, il est déterminant pour notre vie, pour la qualité de notre vie. Fini les sachets plastiques. Cela est possible à travers l'adoption de comportements sains qui préservent l'environnement. La place du souvenir a vibré au son de 1001 sonorités. Une centaine de choristes y ont chanté en chœur. Ils ont offert une variété de notes musicales pour se faire connaître et faire connaître au public l'un de leurs meilleurs atouts qu'est la voix. Calvador Arwanou, Patrick Adiagbojou. Au pied du monument des martyrs du 16 janvier 1977, des voix s'élèvent en chœur. C'est une dédicace en notes musicales. Des choristes chantent en polyphonie et à l'unisson. Pour moi, le chant choral est une passion. Je l'ai commencé il y a bien des années, depuis toute petite. C'était ma passion d'être dans une chorale. Et après la chorale, au fil des années, je me suis intéressée à un chœur que j'ai intégré, qui est le chœur Harmonie du Bénin. Harmonie, c'est le nom de cette chorale dont les instruments de musique et les voix s'harmonisent. Ici, la voix est le meilleur atout pour réussir le chant choral. Déjà, le chant choral, ça vous apprend à être plus organisé. Parce que vous voyez, il y a un maître qui est devant et qui dirige. Et une seule seconde d'inattention fait que vous faussez tout. Donc ça apprend à être plus discipliné en fait.
Le chant choral se permet en fait de mettre sur différents types de chants des harmonies pour rendre le chant bien plus intéressant. Ici, c'est un groupe de chœurs mixtes, assemblant des voix aiguës et des voix graves, vocalistes. Pour être un bon choriste et savoir tenir en haleine un public, la disponibilité est l'une des exigences à respecter. Tant que tu n'as pas la disponibilité, tu ne peux pas être dans une chorale ou bien dans un chœur. C'est le plus grand problème que beaucoup de choristes rencontrent souvent, la disponibilité. Parce que sans ça, tu ne peux pas t'exercer, maîtriser, apprendre les chants au fur et à mesure. Et aussi, on fait attention à notre voix, on ne boit pas trop frais, on ne boit pas trop chaud non plus. Ce concert des chœurs vocalistes et harmonies offre aux passionnés du chant et des belles mélodies la possibilité de joindre leur voix à une chorale pour avoir une tessiture vocale à la fois unique et sublime. Allons à présent à la découverte du tribunal ecclésiastique de Thiès. C'est une institution qui couvre l'ensemble du Sénégal et de la Mauritanie. Le tribunal est logé au diocèse de Thiès, en plein cœur de la cathédrale Sainte-Anne. Anne Koumba Diakité-Mar nous parle ici de sa mission, ses attributions et de son organisation. Il existe depuis 2000, mais peu connu du grand public. Et pourtant, le tribunal ecclésiastique interdiocésain de Thiès couvre l'ensemble des diocèses du Sénégal et de la Mauritanie. Chaque évêque doit avoir un tribunal dans son diocèse propre. Mais puisque dans le cadre du Sénégal, et d'autres cas bien entendu, quand il y a une carence de compétences ou bien quand les cas à traiter au niveau des tribunaux ne sont pas très nombreux, des évêques allient leurs forces pour créer ce qu'on appelle un tribunal interdiocésain. Et c'est le cas du Sénégal et de la Mauritanie. C'est l'évêque de ce diocèse, en la personne de Monseigneur André Gueye, qui en assure la modération. Dans ce tribunal, la justice est dite selon le droit de l'Église. C'est le code du droit canonique. C'est en latin et en français. D'accord. Donc, dans le code civil, on parle d'articles, d'alinéas et autres. Mais nous, on parle de canons et de paragraphes. Canon, c'est-à-dire article. Oui, c'est l'équivalent de l'article. Voilà. Oui, paragraphe, ça serait les alinéas. Ici, on a 1750 canons, bon, que l'on connaît, mais pas par cœur. Hein. Ah oui. On ne peut même pas. Ici sont traités tous les conflits ou litiges entre chrétiens, sauf les cas concernant les évêques. Parce que l'évêque ne peut pas être, voilà, il est le patron de son tribunal, donc il ne peut pas être juge et partie. Donc les cas liés aux évêques, s'il y en a, bon, heureusement qu'il n'y en a pas encore ici au Sénégal, hein, s'il y en a, normalement, sont des cas que le pape lui-même s'arroge. La plupart des cas jugés par le tribunal ecclésiastique sont liés au mariage. Par exemple, ce dossier Ndiaye Gueye, c'est un couple en conflit. Mais en fait, le premier patronyme, c'est toujours le patronyme de celui ou celle qui a introduit le dossier. Et l'autre, c'est l'ex. Et on est obligé de prendre contact même avec l'ex pour ficeler le dossier. Avant que les couples n'arrivent ici, disons les conjoints séparés, souvent c'est parce qu'ils ont déjà fait leur affaire au niveau du civil, ils ont déjà obtenu le divorce. Et ici, à notre niveau, ce n'est pas une question de divorce. Parce que dans le langage de l'Église, dans le code de droit canonique que vous voyez là, le terme ou la terminologie divorce n'existe pas. Nous, au fait, quand on traite les dossiers de mariage, on parle de déclaration de nullité de mariage. Ça veut dire, nous, on remonte le cours du temps, parce que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle des empêchements d'irrement. Il y a aussi ce qu'on appelle le vice de consentement. Quelqu'un peut consentir et ne pas donner un vrai consentement. Et donc, nous, on remonte le cours du temps et on s'intéresse à ce moment précis. Il y a au total 4 avocats et 5 juges au tribunal ecclésiastique interdiocésain, sans compter les 25 auxiliaires répartis dans les différents diocèses. Le tribunal a 3 sessions par an, la première en janvier, la deuxième au mois d'avril et la dernière en juin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à vous. Merci Estelle Espérance Oropazo. Je profite de l'occasion pour vous dire que vous allez manquer
aux téléspectateurs de BB24. Vous allez nous manquer. Vous avez donné du plaisir à travers vos différentes éditions à nos téléspectateurs, des éditions que vous présentez d'ailleurs très bien. Vous êtes appelés à faire valoir vos compétences sur la première chaîne. Eh bien, toutes nos bonnes prières vous accompagnent, Estelle Espérance Aurore Pazouf. Sincèrement, merci à vous, Roch. Vous me surprenez. Et enfin, j'ai peut-être des regrets, mais c'est la même maison. Et donc, le travail continue. Et oui, le travail continue. Bon vent à vous, Estelle Pazouf. Au plaisir de vous retrouver. Et puis, juste après vous, nous allons enchaîner avec beauté au pluriel. Le savon Koto, vous en avez entendu parler ou utiliser, eh bien, il regorgerait d'énormes vertus pour la peau ou pour le corps tout simplement. Eh bien, avant d'en parler avec notre esthéticienne, je vais vous inviter à suivre ce reportage de Jennifer Sativi. Du savon fabriqué à base d'extraits végétaux. Le Koto, encore appelé savon noir, est reconnu pour ses vertus. Sa composition varie d'une région à une autre. Il y a 3 types de savon Koto. Si on vient au Bénin, on a 2 types. La première est préparée avec de l'huile rouge, que nos mamans ont toujours fait depuis très longtemps. L'huile rouge, l'huile de palme. La seconde type est préparée avec de l'huile de palmis. Et la troisième est préparée avec l'huile de coco qui vient du Ghana. Nous allons nous approvisionner au Ghana, mais nous allons à Adja pour acheter le savon noir fabriqué au Bénin. En dehors du bain, le savon Koto est également utilisé à d'autres fins, ce qui suscite une forte demande. Moi, je me sers de ça pour laver mes pains viscosés sur terre, les wassili. Puis je lave mes cheveux avec. Après les avoir lavé les cheveux avec du shampoing, vous pouvez prendre ce savon à l'huile rouge et laver les cheveux. Ça démêle les cheveux aussi. En dehors des Béninois, nous avons beaucoup de clients étrangers qui s'intéressent au coton. Livré dans des paniers ou des sacs de jute, le savon Koto est ensuite réparti en portions dans de petits récipients ou des sachets en plastique pour la vente. Ce procédé permet aux commerçants d'en tirer un meilleur profit. Il y a des clients qui viennent, qui prennent en panier, les revendeuses. Mais ici, nous, on les fait comme ça. Quand vous arrivez ici, vous prenez ce tas-là à 1000 francs. Quand vous les payez en gros, vous prenez 3 à 2500. Vous allez revendre. On l'a fait jusqu'en plus petite, le haut là-bas. C'est le plus gros, c'est à 4000. Ça là, c'est 1000 francs. Il y a encore qui est plus petit que ça, à 100 francs, 500. En un mois, on avoisine, si le marché va bien, on avoisine jusqu'à 20 paniers. Sur un panier de coton, nous pouvons avoir un bénéfice de 5 000 francs ou de 7 000 francs. Selon un rapport du site du quotidien français Le Figaro datant de 2015, le savon noir d'Afrique de l'Ouest est très riche en vitamine E, un antioxydant qui freine le vieillissement de la peau et assure la stabilité des structures cellulaires. Voilà le savon Koto, un savon aux vertus insoupçonnées. Eh bien, notre invitée sur ce plateau nous en dira davantage. Elle est d'ailleurs très bien habillée. Merci. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous êtes madame Tatiana Agboton Assogba, oui. Épouse Assogba bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Vous êtes esthéticienne. Oui. Et vous êtes sur ce plateau pour nous parler de ces vertus insoupçonnées du savon Koto. Et Fulgessia Rontondi, bonsoir. Bonsoir Roca, je suis vraiment heureuse d'être sur le même plateau que vous. Ah, le plaisir est également partagé. D'abord, est-ce que vous utilisez le savon Koto? Oui, je l'utilise. Ah bon? Voilà pourquoi j'ai proposé ce sujet pour les téléspectateurs. Vous l'utilisez au plateau? Non, à la maison. Ok, eh bien, je vous laisse avec votre invité. Eh bien, vous aviez déjà dit, hein, le savon Koto, qu'on appelle communément savon noir, a plusieurs vertus que beaucoup de personnes ignorent. Alors, dites-nous, Madame Tatiana Agboton Assogba, pourquoi ce savon est beaucoup plus privilégié?
Alors, ce savon est privilégié parce qu'il a beaucoup de vertus, comme vous l'avez dit. Il contient beaucoup de vitamine E. La vitamine E qui est très importante pour la peau parce qu'elle permet en fait de retarder le vieillissement cutané. Au-delà de ça, ça détoxifie la peau et un très bon antioxydant, c'est-à-dire qui permet en fait d'éviter certaines maladies de la peau. Mais dans la préparation du savon coton, les gens ne mettent pas du soude parfois on dit, ils mettent parfois de la soude, mais idéalement, ils mettent aussi de la potasse. Donc, l'idéal, il est préférable de mettre de la potasse que de mettre de la soude. Mais il y en a qui mettent de la soude. Mais lorsqu'on met de la soude, est-ce que ce n'est pas nocif pour Vous savez, la peau? dans beaucoup de pains de savon, il y a de la soude. Parce qu'en fait, pour obtenir que ce soit solide, il faut mettre de la soude en fait pour que par saponification en fait le savon qui est liquide à la base puisse durcir. Vous voyez? Donc de façon traditionnelle, certains y mettent de la potasse qui est un peu plus doux. Voilà. Alors vous venez de dire lorsqu'on utilise ce savon, ça prévient certains problèmes de la peau. Oui. Citez-nous quelques-uns. Alors ça peut prévenir la teigne, la gale. C'est différent, oui, bien sûr, puisque c'est un antioxydant. Donc, il va permettre de préparer la peau. Vous n'allez pas l'utiliser lorsque vous êtes déjà atteint, assurément. Donc, puisque ça a beaucoup d'agents nettoyants, ça permet en fait à votre peau d'être vraiment propre et d'éviter que vous puissiez être un nid de microbes et pouvoir attraper des maladies de peau. Voilà. Ah, mais certaines personnes, j'ai suivi la dame tout à l'heure, elle a dit qu'elle lave son tissu ouasse avec le savon coton. Oui, puisque je vous ai bien dit qu'il y a de la vitamine E dedans. Donc ça permet d'éviter le vieillissement de la peau. Donc assurément, il y a des agents quand même adoucissants. Oui, donc ça évite également au tissu de se déteindre. Parce qu'en principe, comme je vous ai dit, ce n'est pas de la soude qu'il y a dedans, contrairement au savon qui contient généralement de la soude, de la vraie soude, et qui déteint en fait les tissus et les déchire avec le temps. Alors, dites-moi, comment utiliser ce savon-là pour avoir un meilleur résultat? Alors, déjà, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types, comme on l'a expliqué. Pour pouvoir le faire, il y a plusieurs procédés pour y arriver. Alors, pour pouvoir utiliser utiliser correctement le savon noir et en tirer le grand profit, il faut comprendre qu'on l'utilise beaucoup pour l'exfoliation de la peau. Donc, vous pouvez l'utiliser comme savon simplement ou l'utiliser pour gommer votre corps. Alors, pour gommer le corps, c'est quoi? En fait, avec le temps, quand vous passez au soleil, quand vous passez à la pollution, vous transpirez, vous accumulez des couches de saleté. Ce qui fait qu'à un moment donné, parfois, on est terne. D'accord? Lorsque vous êtes terne comme ça, il est important que de temps en temps, vous puissiez exfolier la peau. Dans les pays orientaux, c'est très en vogue, mais nous, on ne fait pas très attention à ça. Donc, en fait, c'est un procédé qui permet d'enlever toute cette cellule morte-là. Pour le savon noir, qu'est-ce qu'on fait? Vous mouillez la peau d'eau tiède, idéalement. Ensuite, vous badigeonnez le savon noir. Vous attendez une dizaine de minutes. Et après ça, vous exfoliez avec un gant. Chez les Marocains, on appelle ça gant de Kessa. Mais chez nous, on peut substituer par la vieille éponge que nos mamans utilisaient. C'est comme des fibres végétaux. Souvent orange, voilà. Ça peut remplacer localement et vous utiliserez en fait pour faire des mouvements circulaires, énergiques et de va-et-vient. Mais on constate également qu'il y a certaines femmes, quand elles reviennent à la maison le soir, il faut se démaquiller. Est-ce qu'elles ne peuvent pas aussi l'utiliser? Mais on constate qu'elles utilisent des produits vraiment... Des démaquillants. En fait, pour pouvoir démaquiller au mieux la peau, il vaut mieux qu'on ait un mélange d'huile et d'eau. D'accord? Donc, idéalement, moi, je vais plutôt leur dire d'utiliser, par exemple, de l'huile d'olive qu'elles mélangent avec de l'eau, qu'elles secouent et elles l'utiliseront. Ça va être beaucoup plus efficace que de juste laver le visage. Le savon seul ne suffira pas pour enlever toutes les tonnes de maquillage et de poussière accumulée. Voilà. Alors, le coton, il faut l'utiliser simplement ou il faut ajouter d'autres ingrédients? Alors, on peut ajouter d'autres ingrédients. Assurément, on peut ajouter d'autres ingrédients parce que, par exemple, on peut rajouter aussi des huiles essentielles, des huiles essentielles d'eucalyptus, de menthe, en fonction de ce qu'on recherche. Mais il y en a qui vont acheter d'autres savons, et les découpent, les mélangent avec le coton. Est-ce que vous conseillez ça ou bien vous déconseillez? Honnêtement, moi, tout ce qui est manipulation, je préfère laisser ça à des gens qui le maîtrisent. Donc, moi, les histoires de pommade préparée à la maison, j'ai un petit bémol par rapport à ça parce que ce n'est pas notre métier. Vous pouvez mélanger deux savons de bonne qualité
Et ensemble, exactement, oui. Ensemble, vous aurez une réaction chimique ou j'en sais rien. Donc moi, je ne conseille pas ce genre de manipulation sans être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît. Malheureusement, pour pouvoir décaper la peau, c'est-à-dire devenir claire aujourd'hui, les femmes mélangent des savons éclaircissants avec ce produit-là, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, il permet de nettoyer, d'exfolier la peau. Donc en fait, ça exfolie. Et là, maintenant, leur produit qui mélange permet d'éclaircir beaucoup plus vite. Voilà. Donc le mieux c'est de l'utiliser seul. De l'utiliser seul si c'est de la bonne qualité, parce que malheureusement sur le terrain, oui, bien Comment sûr. reconnaître la bonne qualité? Malheureusement, il faut être connaisseur pour le reconnaître ou l'acheter chez des gens. Vous êtes esthéticienne, quelques astuces, parce que ceux qui vous écoutent aujourd'hui ont déjà envie d'aller au marché sans procurer. Le problème, en fait, c'est une question de dosage. Donc pour savoir s'il y a de la soude ou pas à l'œil nu, vous ne pourrez pas malheureusement le savoir. Donc il vaut mieux aller vers des gens qui sont connus. Il y a des dames qui sont connues pour ne faire que du vrai. Donc, si vous ne dosez pas, vous ne pouvez pas savoir quelle est la quantité d'huile de X ou de Y qui a été mise dedans. Donc, généralement, on s'en tient au sérieux des personnes chez qui on s'approvisionne. Mais il paraît que le coton fait à base de l'huile rouge est beaucoup plus nutritif que Absolument. les autres. De la même façon, non, beaucoup plus nutritif. Non, mais tout autant nutritif. Parce que chaque huile, en fait, avec ses avantages. Donc, il y a des huiles qui sont plus riches, par exemple, en vitamine E que d'autres, d'autres qui auront plus de lipides que d'autres, ainsi de suite. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on veut en faire. Mais il faut comprendre qu'il vaut mieux aller vers des produits où il n'y a pas de soude, de toutes les façons. Et maintenant, pour les femmes qui l'utilisent, par exemple, pour les cheveux, je leur conseille généralement d'adoucir avec un complément de gras. Donc, il faut ajouter quoi, par exemple? Par exemple, vous pouvez rajouter de l'huile d'olive. C'est une huile vierge, de l'huile de pépins de raisin, si vous en avez un peu plus difficile à trouver. Donc voilà. Ou de l'huile rouge, tout simplement. Voilà. Donc on retrouve tout en cuisine. Voilà. Mais quand on veut maintenir sa peau, je posais la question tout à l'heure, est-ce que le savon coton est adapté à toutes les peaux, la peau noire, la peau blanche, à quel type de peau? Alors le savon noir de bonne qualité est adapté, est très bien accepté par tous les types de peau. Quand il n'est pas bien dosé, il peut être très asséchant. D'accord? Et vous devez comprendre aussi qu'il y a du savon noir. Comme on fait ici, il y a du savon noir marocain, par exemple, qui est fait à base d'olive. Chez nous, il s'est fait à base de graines de palmiste et tout. Voilà. Donc, les ingrédients utilisés vont varier d'une contrée à une autre. À certains endroits, ils utiliseront du cacao. Ça dépend vraiment. Ils utilisent même du plantain. Mais pour faire la promotion de notre coton, est-ce qu'on peut le recommander à ceux qui ont la peau blanche, par exemple? Ce serait vraiment génial, mais le problème, comme je vous le dis, nos produits sont souvent de très bonne qualité, mais difficiles à exporter parce qu'ils ne sont pas contrôlés. C'est ça. Cette question-là revient. Donc, s'il y a des bonnes volontés qui aiment le produit, qui ont vraiment envie d'exporter notre produit qui est normalement de bonne qualité, ce serait bien qu'ils travaillent avec nos artisans et ainsi qu'ils puissent maintenant mettre les pharmaciens, les gens à contribution de façon à ce que ce soit dosé, qu'on soit sûr effectivement que les ingrédients utilisés sont propres, que ça a été fait dans des conditions vraiment propres, de façon à ce que ça ne puisse pas créer de dégâts lorsqu'on les exporte. Merci beaucoup, Madame Tatiana Agboton Assogba. Je rappelle que vous êtes esthéticienne. Merci beaucoup. Et que vous avez un très beau sourire. Merci, au plaisir. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission, le grand rendez-vous de ce jour. Retenez que nous avons parlé des droits humains avec de jeunes activistes. Nous avons parlé aussi de l'exercice du métier de journaliste d'investigation. Nous avons également parlé, bien sûr, du savon coton et de ses vertus insoupçonnées. Nous avons aussi parlé de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie du bébé. Vous avez suivi toutes ces rubriques. Vous avez également suivi le journal présenté par Estelle Espérance Aurore Pazot. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir présenté cette émission ce soir. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bye bye.